de suivre JED Télévision. Vous nous suivez de partout dans le monde, bien sûr, sur le net et dans vos télévisions. Nous vous disons énormément merci de toujours rester avec nous. Alors, je suis Sharon Mouchinga comme d'habitude et aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Christian Bosembe. Avec lui, nous allons essayer d'échanger, de parler autour de ce qui se fait ou d'analyser un peu au fait de société. Il est juste à mes côtés, je suis sûre que vous l'avez déjà remarqué. Je lui dirai tout de suite bonjour. Salut madame. Tout va bien chez vous? Oui, ça va, je me plains. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir. D'accord, alors pour aller un peu plus vite et très rapidement, essayez juste de vous présenter un tout petit peu pour ceux-là peut-être qui vous voient mais qui ne vous connaissent pratiquement pas. Bon, alors je suis monsieur Christian Bosembe, je suis congolais et journaliste. Je crois que c'est Ça amplement peut aller, suffisant. ça sera suffisant. D'accord. Alors on va juste échanger pendant quelques minutes, pas prendre beaucoup de votre temps et aussi du temps de nos internautes et téléspectateurs. Alors essayons juste de réfléchir un peu, soit donnez-nous un peu vos avis. C'est vrai, on a vu que le monde était un peu confiné par rapport à cette pandémie qui avait frappé le monde. Mais après la pandémie, il y a eu deux confinements. Et aujourd'hui, que pensez-vous du social du peuple congolais? Je dirais que, bon, je ne sais pas si on va dire qu'on a été confiné, je crois que c'est Gombe qui était confiné, Ouais. Kinshasa n'était pas du tout confiné, mais bon, pour faire beau à la télé, on va dire qu'on était confiné. Et puis après Covid et avant Covid, c'est la même chose. Les gens ont souffert avant Covid, les gens ont souffert pendant Covid, les gens continuent à souffrir après Covid parce qu'il y a une absence criante de la vision de ceux qui, de la part de ceux qui On gouvernent. peut peut-être dire que ça s'est encore accentué. Bon, accentué, je ne sais pas trop, mais la balance ne montre pas que ça s'est accentué, mais pourtant, elle persiste, la situation. Oui, vous savez, lorsqu'une situation persiste, vous avez l'impression qu'elle s'accentue. Donc, je pense que les choses vont très mal, comme elles vont toujours d'ailleurs. Il n'y a aucune vision de construction, aucune vision de développement, aucune vision claire et nette sur la question. Tous les pays du monde ont montré leur plan, ont dévoilé leur plan d'après-Covid. Le Congo est resté le seul pays à ne pas présenter un plan après-Covid, donc on ne sait pas justement où on y va. Il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de repère. Bon, après on se dit, on vit miraculeusement, quoi. Le Congo, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui devrait aller dans nos champs, c'est Dieu qui devrait transformer notre coltan, c'est Dieu qui devrait transformer le diamant. Donc Dieu est un Dieu qui fait tout, en fait. Et quand il n'y a rien, c'est Satan finalement qui bloque tout, il nous amène les embouteillages, il nous amène des stages, et c'est lui qui fait monter les taux de dollars. Bref, Quand on a il créé n'y un a monde comme rien, ça. Ouais. qu'attendez-vous, que voulez-vous dire par quand il n'y a rien? Mais parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de vision. Il n'y a rien, il n'y a pas de vision. Aucun changement, on va dire, dans la vie de tous les jours des Congolais, surtout sur le plan social, parce que c'est votre question, sur le plan social, la maman, je veux dire, le panier de la ménagère n'a pas évolué, le foyer non plus, donc dans l'assiette, rien n'a changé, dans le marché, le prix ne font que grimper, et donc on est dans cette vie assez difficile, assez précaire. Et puis après, donc la faute, c'est la politique, il n'y a pas de vision, pas du tout. Ce n'est pas la crise de la Covid? Non, pas du tout, pas du tout. La crise de la Covid, c'est une crise internationale, on va dire, mais d'autres pays se sont comme relevés. Il faut dire que c'est vrai, la Covid a frappé très fort, mais après, les pays se sont relevés. Il faut dire que les pays se sont relevés ou essaient de se relever. D'abord, les pays ont contenu la maladie. L'Italie a connu le problème, mais aujourd'hui, l'Italie est très loin inférieure au cas de mort, au cas de décès. L'Inde a pris le niveau le plus important. Donc, je crois que le problème, c'est la capacité qu'a un peuple d'imaginer son futur, d'imaginer son avenir, de mettre en place des mécanismes aussi forts et importants pour faire évoluer les choses. D'accord. Nous sommes d'un point de vue et nous parlons avec Maître, Monsieur, comme vous voulez, Christian Bosembe. Une question comme ça pour aller un peu plus dans l'actualité. C'est vrai, je recule un peu, nous avions eu la MOUCA comme plateforme qui a soutenu le candidat Martin Fayoulou. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui étaient derrière Martin Fayoulou aujourd'hui qui s'alignent derrière le président Félix Tshisekedi. Pensez-vous que c'est peut-être par intérêt ou c'est juste parce qu'ils ont compris quelque chose derrière? Alors, la transhumance politique n'est pas comparée, disons, à confondre avec la reprise de conscience.
Parce qu'à la fin de compte, on doit se poser des questions. Si vous voulez vraiment vous opposer à Félix Tshisekedi, vous allez vous opposer pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a quoi pour s'opposer à lui? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'opposition. On a besoin d'avoir une opposition forte et la République a besoin d'une opposition. Donc, et tout ça, mais alors ceux-là, il faut peut-être poser la question à ceux-là qui combattaient Félix Tshisekedi, il faut qu'ils disent pourquoi ils le combattaient et qu'est-ce qui a changé pour qu'ils regagnent le corps. C'est à eux maintenant de vous dire. Moi, en tant que journaliste, vous savez, j'ai reçu plusieurs personnes qui étaient avec Fayulu, qui disent par exemple que Félix Tshisekedi a donné des signaux, a montré des signaux qui poussent à croire qu'il veut se débarrasser de Kabila. D'autres sont en train de dire qu'eux ont toujours soutenu le président actuel, Félix Tshisekedi, mais c'est juste que l'accord de Genève avait un peu perturbé les choses. Bon, l'accord de Genève, vous savez, tout c'était un accord, excusez-moi de le dire, ça peut-être choqué beaucoup, mais c'est l'accord des dupes. C'était de la fraude depuis le début. C'était à partir. Je ne veux pas remuer la plaie, mais c'était déjà un mensonge, je dirais une vaste blague depuis le début. Donc personne n'y croyait. Et Félix Tshisekedi s'est fait avoir comme un gamin à Genève. Donc tout le monde sait qu'on n'allait pas aller, c'était pas une élection là-bas, c'était un consensus. C'était pas une élection, mais on arrive sur le terrain, on change les choses, c'est une élection. Il faut que ça passe, il y a eu tromperie, mensonge, et ainsi de suite. Et plein de trucs, naïveté, et puis voilà, c'est arrivé là où c'est arrivé. En fait, quand Nicolas Boileau, il dit, par exemple, lorsque les choses sont bien présentées, les mots pour le dire viennent aisément. Je pense que les choses... Selon vous, vous trouvez ça logique, normal de changer de camp parfois, d'abandonner sa lutte peut-être? Tout dépend de comment on voit les choses. Lorsqu'on a combattu avec le monde quelque chose, eh bien, il n'est jamais trop tard de faire le bien. Mais la transhumance politique, c'est ce qui est mauvais. Ça veut dire, je suis avec toi aujourd'hui, et quelqu'un d'autre arrive demain, je change. Là, c'est de l'opportunisme. Mais lorsqu'on a des convictions et qu'on se dit, je me bats, c'est ça la beauté de la chose. Quand on se bat pour des valeurs, je peux me battre contre toi, mais pour des valeurs. Ça veut dire le jour où tu dis que tu fais bien les choses, je dis que tu fais bien les choses. Le jour où tu fais mal, je dis que tu fais mal les choses. Mais nous, au Congo, on a classifié les gens, malheureusement. On est catégorisé comme ça. T'es pro-Fachi, t'es pro-Fachi, t'es pro-Fayulu, t'es pro-Fayulu. Ça veut dire même si Fachi fait le bien, tu n'es pas d'accord avec lui. Même si Fayulu fait le bien, tu n'es pas avec lui. Moi, je suis pas de cette génération des gens. Moi, je pense que Fachi n'est pas un ange, et je pense qu'il n'est pas non plus un diable. De la même manière, je pense que Fayulu n'est pas un diable, et je pense qu'il n'est pas non plus un ange. Donc, il peut commettre des erreurs, il peut commettre des bonnes choses. S'il fait bien, je suis avec lui. S'il fait mauvais, mal, je suis avec lui. La même chose avec Fachi. Il fait bien, on dit qu'il fait bien. Il fait mal, on dit qu'il fait mal. Je n'ai pas inventé un bilan pour Fachi. De toute façon, je n'ai pas non plus à inventer un mauvais tableau pour Fayulu. C'est ça ma position. Une question comme ça, juste une parenthèse, parce que nous parlons politique maintenant. Avez-vous aussi des ambitions politiques? Parce qu'on dirait que c'est devenu la mode, quoi. Les journalistes, ça commence par se faire connaître par le média. Et puis après, le média, on le voit postuler pour la députation. Et puis après, quand ils sont élus, ils tournent le dos à la population. Si, j'ai des ambitions. Si, moi j'ai des ambitions politiques et je ne m'en cache pas. Vous finirez comme ça aussi? Peut-être qu'ils sont déjà en train de le faire. En tout cas, moi j'ai des ambitions politiques. J'aimerais bien un jour devenir Premier ministre dans ce pays. Pourquoi pas président? Ensuite, tourner le dos. Mais c'est que je ne rêve pas d'être député. Je ne rêve pas d'être député. Mais je rêve par contre d'être Premier ministre ou bien président de la République. Parce qu'il y a des fonctions qui m'intéressent. Quand vous serez à ce niveau-là, c'est quoi vos projets? C'est changer l'homme. Le premier chantier, c'est l'homme. Moi, si je deviens Premier ministre dans ce pays, je militerai, je me battrai pour que le budget alloué à l'éducation soit très important et pour que le budget alloué à la justice soit aussi important. Ce sont les deux piliers pour que je pense qu'ils peuvent changer le pays. La justice et l'éducation. Les petits-enfants, il faut les enseigner, il faut les éduquer, il faut les encadrer. Et les adultes comme vous et moi, il faut les châtier, il faut les sanctionner. J'estime qu'on ne peut pas développer le pays sans ces deux facteurs. Malheureusement, aucun gouvernement n'a eu le soin de le savoir. Félix Tshisekedi arrive quand même avec la gratuité de l'enseignement, mais nous craignons que ça soit gratuit. On craint que l'enseignement soit effectivement gratuit. Il est venu avec la justice, mais nous craignons aussi que cette justice soit sélective. Ce que nous demandons au chef de l'État, c'est de maintenir la gratuité de l'enseignement, mais la qualité aussi. Nous voulons le mariage de la gratuité et de la qualité. De la même manière, nous voulons une justice libre, indépendante et, si vous voulez, forte. Voilà. Donc, c'est les deux choses. Et puis, je n'invente pas ça, Mobutu, le premier président de la République. D'abord, il faut dire que l'histoire du journalisme est formidable dans le pays, parce que ce qui a fait que nous soyons indépendants,
aujourd'hui, c'est un journaliste. Ce sont les écrits d'un journaliste anglais qui a dénoncé qu'il y avait mutinerie, qui ont coupé les mains des gens, qu'on a bravi les Congos entre les mains de Léopold II pour les confier à la Belgique. Donc c'était un acte d'un journaliste. Et bizarrement, en 1960, c'est un journaliste congolais qui devient président de la République, qui s'appelle Mobutu. Et donc après, on a eu tout le monde, hein, et puis après c'est comme ça. Donc, puis après les journalistes veulent devenir des députés, des ministres, mais moi je pense aussi, pourquoi pas, devenir Premier ministre ou président de la République, gouverneur, maire de la ville. Bref, l'exécutif, je rêve. Bref, l'exécutif vous rêvez, mais bientôt 2023, ce sera la fin. Espérons qu'il y aura des élections. Pensez-vous que le président Félix Tshisekedi aurait fait quelque chose jusqu'à arriver à 2023? Si les élections, si on arrête ça maintenant, tout de suite, qu'il n'y a pas d'élection en 2023, on s'arrête aujourd'hui, oui, Félix Tshisekedi n'aura pas un très bon bilan. Parce que son bilan en ce moment est un bilan de réparation du tort que le pays a connu. Félix Tshisekedi a hérité un système désastreux, un système calamiteux, je veux dire ça. Et il a hérité d'une classe politique remplie de renégats, de délateurs, de farceurs, vous voyez. Et donc, et puis il a hérité d'un peuple laxiste, un peuple intolérant, un peuple insouciant et parfois inconscient aussi. Donc tout ça, tous ces ingrédients portent à croire que les choses ne vont pas bien. Mais si on lui accorde encore des 3 ans, peut-être ça peut changer. Moi, je suis convaincu que... mandat. Ouais, je suis convaincu que Félix Tshisekedi fera 2 mandats. Je suis très convaincu qu'il fera 2 mandats. Mais tout reste à son niveau. C'est à lui de choisir des bonnes personnes, un bel entourage, et tout ça, à lui de voir tout ça. Si vous appelez à travailler à ses côtés, par exemple. Je serais très heureux parce que je répondrai à un service du pays. Je voudrais bien, il n'y a pas de problème. Mais ça dépendra d'où je serai appelé. Si je suis appelé par exemple dans des hydrocarbures, je dirais non, je n'ai pas les compétences là-dessus. Vous êtes sûr? Oui, oui. Mais si je ferai bien. Mais puis après, toutes les autres fonctions qui sont en rapport avec ma petite connaissance, ben, je le ferai. Je le ferai volontiers. D'accord. Nous sommes en train de vouloir atterrir pour ne pas abuser de votre temps. Redescendons encore. J'aime beaucoup la population et j'aime beaucoup plus parler de ce qui le concerne. Ouais. Aujourd'hui, il y a ce qui se passe, la vie pendant Covid ou d'après Covid. On peut se dire que la Covid n'est pas encore partie. Nous essayons de vivre avec la maladie. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'elle avait existé chez nous? Bon, ça, c'est une question. En parenthèse, mais pour dire quand même à la télé, si on dit que ça n'a pas existé, on va vous demander, mais vous avez des preuves, ça Non, n'a pas j'ai existé. pas dit ça. J'ai pas dit ça. Vraiment que je me pose la question moi aussi. D'accord. Parce que c'est bizarre comme aucune autorité ne porte des casques. C'est la question. C'est bizarre. C'est la question. Ouais. Non, mais il faut dire qu'il y a bizarrement, il y a un dispositif qui est vendu en Chine. C'est un petit carnet, un petit badge que l'on place sur la poitrine et qui, dans un rayonnement de, je sais pas moi, un rayon de 2, 3, 4 mètres, ça vous protège. Vous ne pouvez pas être infecté, vous n'infectez pas non plus. Aujourd'hui, tout le monde a, mais malheureusement, le ministère de la Justice a dit qu'on n'avait pas encore testé son efficacité. Mais si on ne testait pas l'efficacité, comment c'est entré à qui? Je cite d'ailleurs le sénateur Joseph Kabila. On l'a vu. À vie, voilà. On l'a vu faire son entrée sans masque. Ouais, on a dit qu'il avait des dispositifs. Ils ont dit qu'il avait dans la poche. Vous pensez que ça peut aussi agir? Vous croyez que c'est aussi... En Chine, ça s'est fait déjà. En Chine, on a testé, ça marchait. Mais bizarrement, nos très grands laboratoires au Congo vont dire que ce n'est pas bien testé. Donc, bizarrement, quand même, le Congo commence à tester les produits qui viennent de Chine pour tester la véracité. Mais bravo, hein, les Congolais, ils sont très forts sur la question. Bravo les Congolais, vous êtes très forts. Mais sinon, la question était celle de savoir les abus, d'ailleurs, que nos agents de l'ordre commencent à manifester plutôt à l'égard de ces personnes qui n'ont pas de cache-nez ou de masque, comme on l'appelle habituellement déjà. Tu n'as pas de cache-nez, tu n'as pas de masque, tu as des problèmes sérieux. Mais ma question était celle de savoir, on nous a dit de mettre des masques. Oui, tu n'as pas de masque, tu payes l'amende. Mais est-ce que cette loi-là qui nous a demandé de porter de masque a permis l'arrestation, je ne sais pas moi, d'être arrêté pendant toute une journée, voire 2 jours, pour raison de manque de cache-nez? C'est un abus de pouvoir, malheureusement. Le pouvoir, ça est très mal pris. Le pouvoir s'est très mal comporté. C'est une très mauvaise décision. C'est
comme j'ai dit, la consécration de l'arbitraire. Cette mesure n'a jamais été discutée au Parlement, moins encore au niveau des assemblées provinciales. Rien du tout. Le gouvernement a pris cette décision seul, comme il a voulu. On exécute très mal la loi. Donc, c'était mal réfléchi, mal pensé, mal coordonné, mal exécuté. Et il y a beaucoup de violations de droits de droits des Congolais et des citoyens. Mais c'est une violation flagrante, malheureusement, de la Constitution. Ce que nous voyons dans notre pays actuellement, je parle plus de la ville-province de Kinshasa, quand vous n'avez pas de cache-nez, le policier se permet de vous toucher, de vous fouiller pour voir si vous avez de l'argent que vous ne voulez pas donner. Alors, c'est de l'abus, comme je dis, c'est l'abus de pouvoir. On assiste tous les jours à des arrestations arbitraires, à l'abus de pouvoir, l'extorsion, le racolage, on va même dire. C'est pas parce que le Congolais se laisse faire aussi parfois. Non, parce que si vous vous opposez une résistance, en fait, le problème, c'est quoi? Dans des pays sérieux, on suppose que la police ne ment pas. On suppose que la police n'invente pas des choses contre vous. Mais au Congo, la police ment. Les policiers, ça ment beaucoup. C'est-à-dire, vous pouvez même pas, vous pouvez rien dire. Donc, vous arrivez devant le commissaire, il dit autre chose. Il dit que vous l'avez insulté, vous avez traité qu'il n'était pas intelligent. Pourtant, c'est faux, totalement. Mais devant la loi, comme ils ont une présomption de dire la vérité, on croit à ce qu'ils disent. On croit à leur déposition. On croit qu'elle est fausse. Donc, c'est tout ça qui a, malheureusement, ici, il n'y a pas que les policiers qui mentent. Il y a les agents de l'État qui mentent. Il y a tous ces dépositaires de l'autorité publique qui mentent. Et c'est affreux, c'est scandaleux quand même de vivre dans un pays comme ça. Mais puis après, bon, tout dépend de la manière dont on fait les choses. Moi, j'ai demandé qu'on suspende cette loi. Donc, on continue à demander, non seulement qu'on ne même pas une loi, cette mesure, il faut qu'on la suspende ou qu'on la repense quand même. Parce que cet argent ne va pas à l'État. Ça va dans les poches des gens. On ne sait pas où ça va. Parce que vous m'arrêtez, vous me demandez de payer. Oui, mais quelle est la preuve que j'ai payé? Quelle est la preuve que j'ai payé? Vous ne me faites aucune décharge, aucune quittance. Je n'ai rien du tout. Donc, je peux sortir, au bout de quelques mètres, on peut encore m'arrêter. Je paye encore, finalement. Ou vous m'arrêtez, vous me demandez de payer et vous me donnez le masque. Alors, si vous me donnez le masque, vous n'avez pas le droit de donner le masque parce que vous n'êtes pas une agence pour donner. Bref, on aurait pu dire, vous commettez cette infraction, on vous demande d'aller à la banque, vous payez au niveau de la banque avec un agent de l'État. Ou alors, on vous amène au bureau et qu'au bureau, il y a un bureau de réception d'argent. On pouvait comprendre. On pouvait avoir une banque juste à côté. Il y a beaucoup de banques qu'on peut faire, de banques d'occasion. On peut le faire très rapidement. Je vais dire des banques de circonstance. On les organise, on paye l'argent. Vous avez un bordereau. Vous rentrez comme ça. Du moment où vous êtes sorti de la police, jusque chez vous à la maison, vous avez ces bordereaux. Si la police vous arrête, vous dites non, on m'a déjà arrêté pour ça. On m'a demandé d'aller payer le cache-nez. Je vais payer le cache-nez, c'est ça là. Mais puis après, il y a tellement de choses, hein, tellement de choses. Mais je crois que non, mais c'est à nous de refaire notre manière de faire les choses. Je crois qu'il est temps de recréer une autre société, une autre catégorie de personnes qui réfléchissent. D'accord. Une dernière question comme ça pour finir. Nous assistons tous ces derniers temps à des embouteillages et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle pour l'insécurité qu'il y a actuellement dans le pays. Oui, c'est une bonne chose, mais pas suffisante parce que ce n'est pas de cette façon qu'on va arrêter les gens. On n'alerte pas un voleur qu'on va arrêter. Et les criminels, on ne les alerte pas. On ne les habitue pas à une pratique. Sinon, ils vont s'habituer, ils vont développer une mentalité autre chose que ça. Vous savez, madame, si je vous prends, ce qui ne sera pas le cas, ne vous faites pas. Si je vous enlève dans un véhicule et que, en train de rouler, je vous dis, il y a un poste de police devant nous, si tu cries, je te tire, je t'abats, je m'abats moi-même, et bien, madame, vous-même, devant le policier, vous n'allez pas faire autre chose. Il y a 10 sur 10 personnes, certainement 5 ou 6 ne vont pas crier parce qu'ils ont une arme dessus, on les a braqués. Ou alors il y a une pression, il y a des kidnappings qui se font. Il y a des gens, quand vous dites, madame, j'ai ton enfant, ben, tu passes là, le truc, on est calme. Si tu cries, bon, ton enfant va mourir. Il y a tellement de choses qu'il faudrait. Par contre, ce qu'il fallait faire, moi je pense que le gouvernement devrait avoir une brigade de cette histoire. Ça veut dire, comme nous connaissons leur mode opératoire, ils s'attaquent aux femmes. L'État pouvait recruter des femmes, faire de toutes les femmes militaires, de toutes les femmes policières habillées en tenue civile, on leur met des traceurs dans leur sac, on essaie de mettre un peu d'argent dans leur sac. Elles vont s'arrêter là, elles attendront que les transports passent. Comme ces gens-là s'attaquent aux femmes, ils vont prendre ces femmes et on pourra suivre facilement là où ils sont. On les attrape, on les arrête, on les met en prison. La deuxième méthode à faire, c'est d'enseigner aux femmes les mécanismes de défense.
En Afrique du Sud, par exemple, ils ont un système de, je sais pas comment on appelle ça, c'est comme une sorte d'insecticide, mais c'est pas vraiment ça. On pompe aux yeux et ça prend 45 minutes pour partir. Donc ça dit que le gars a très mal, il ne peut pas s'en sortir parce qu'il a très mal aux yeux. En ce moment-là, ça me donne la possibilité de la sommer, pas que de fuir, de la sommer et d'appeler la police. Ok. Oui, donc ça dit qu'il fasse des battes parce qu'il ne sait pas fouiller, il ne sait pas courir, il a des problèmes aux yeux. Et ça ne sort pas avec, avec le bleu blanc. Vous attendez jusqu'à ce que ça finira. Et là, en ce moment-là, la police est là. Il y a tellement de choses à faire. Les femmes en Afrique du Sud, on leur a donné des armes blanches. C'est des électrochocs. Okay. Ça veut dire, quand un homme vient l'agresser pour la violer, la femme est d'accord. Elle dit, bon, ok, on va aller doucement. Ne les brutalise pas, tu vas voir sans les brutaliser. Alors que la femme a ça dans son sac. Et une fois que tu approches, elle te le pompe. Elle te met ça dans le corps, mais tu restes là pendant 1 heure ou 1h30, immobilisé. Elle a tout le temps d'appeler la police pour t'avoir, parce que ça ne tue pas. Ça ne te tue pas, mais ça t'immobilise, tu restes là. C'est-à-dire, on a tout le moyen. Mais ce qui est vrai au Congo, si on donne ça aux femmes et aux hommes, ben, je vois combien de maris auront du mal chez eux. Donc, ce n'est pas un bon truc à donner aux femmes, parce que ça serait un petit conflit, on te met ça, et donc ça va être très compliqué. Tu vois, tu souris parce que tu sais que si on te donne toi, tu vois déjà qui tu vas le faire. Non, mais pas forcément. Oui, parce que donc, tu vois, donc, et puis après, les hommes peuvent prendre ça aussi. On peut se le faire en cours de route, c'était les gens peuvent utiliser cette arme-là pour faire du mal aux autres. Chose, donc, je crois qu'il faut juste éduquer nos femmes à être, à savoir se prendre en charge, à savoir se défendre et à l'État de défendre la population. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous, très chers internautes et téléspectateurs. Mais l'actualité l'oblige. Vous êtes au courant de cette histoire qui est entre l'évêque général qui ne veut pas quitter son poste et l'autre qui a été élu, le prophète Dodo Kamba, je cite. Je ne connais pas les autres prophètes qui déjà. Dodo Kamba. Je ne connais pas. J'entends parler, mais en tout cas, je n'ai aucune expérience sur lui, aucune histoire non plus. L'autre aussi qui était là, je ne connaissais pas. Sonic Africa. Je ne connaissais pas. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que ne politisons pas ce qui est des dieux. C'est tout simplement ça. Cette histoire est bizarre parce que les hommes de Dieu se battent pour rien. D'abord les brebis, d'abord la foi, d'abord le principal, ce qui est la foi, la gestion des brebis et ainsi de suite. Et puis la politique, ça vient après. Je n'interdis pas, je suis libre, je suis du côté libéral, hein. Il faut qu'il fasse la politique. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est ces conflits-là. Ils peuvent réorganiser bien les choses et qui ne prennent pas goût à la politique, qui soient de plus en plus posés, calmes, qui trouvent une solution. Si c'est l'évêque qui respecte la norme, je veux dire la loi, si leur loi ou leurs mesures ou leurs règlements permettent ça, cela s'en fait. Mais si ça ne permet pas, on laisse tomber. Merci d'avoir été de nôtres. Vous avez un mot de la fin. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Très cher public, c'est là que nous nous disons au revoir, c'est là que nous nous disons bye. J'étais très heureuse de vous présenter encore une fois cette émission. Je dis merci à mon patron Oula Lusala depuis les États-Unis. Merci à vous qui ne cessez de liker, de commenter et de partager nos vidéos, surtout de nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et dans vos télévisions chez vous. Mais en attendant, mon cher Mouchina, je vous dis au revoir et promets de vous retrouver très bientôt.